Alors, on est de retour. Bonjour Lidwin. Lidwin ne peut pas être présente ce soir, mais on l'a en appel vidéo. On apprécie grandement sa contribution à ces portes ouvertes. Donc Lidwin, tu es une experte du son binaural. Si tu devais expliquer le son binaural à un enfant, comment est-ce que tu le ferais? Et tu pourrais peut-être nous parler en même temps de ta première rencontre avec Sam. Si je devais expliquer le son binaural à un enfant, je pense que ça serait comme un adulte, c'est-à-dire que le son binaural, c'est finalement le son qu'on a dans la vraie vie avec nos deux oreilles, et c'est le son qu'on entend naturellement. Et donc, quand on fabrique du son binaural, la seule chose qu'il faut faire, c'est refabriquer les deux signaux qui arrivent à l'entrée de nos deux oreilles dans la vraie vie, et qui sont donc un tout petit peu différents à l'oreille gauche et à l'oreille droite. Et en fait, c'est le cerveau qui va respatialiser les sons. Donc finalement, c'est notre cerveau qui va construire l'espace sonore qui est autour de nous. C'est un peu comme la stéréoscopie visuelle. Mais voilà, on utilise notre cerveau comme moteur de spatialisation. Et on lui donne juste les bons éléments. Voilà, c'est comme ça que j'expliquerai. Et alors, comment j'ai rencontré Sam? J'ai rencontré un jour où on devait faire une expérience de musique. Comment on pourrait dire ça? Notre idée, c'était de montrer à un téléspectateur potentiel des points de vue différents et subjectifs d'une scène sonore qui était constituée par des trompettistes ce jour-là. Et donc moi, comme je travaillais sur le son binaural, je trouvais que c'était génial d'avoir l'image qui va avec le son binaural, donc c'est exactement le même concept. Et c'est ça qui était super. Et donc, on a équipé des gens avec un casque qui pouvaient filmer et enregistrer le son et l'image de ces différents points de vue. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien résumé. Du coup, rebonjour parce qu'on s'est déjà vu tout à l'heure. Hein. Mais je me rappelle de cette rencontre aussi. C'était de notre point de vue, c'était quand même complètement autre chose comme expérience. Nous, on partait du coup filmer à Lyon avec France Télévisions. On était super contents. Et c'est vrai que ça a été une expérience incroyable de pouvoir du coup rentrer dans votre équipe technique quelque part pour pouvoir se greffer dessus et pour pouvoir participer à tout ça dans vos studios. D'ailleurs, dans les anciens studios de C'est pas sorcier, qui est une émission qui m'a toujours tenu à cœur. Donc ça m'est resté. Mais ouais, merci beaucoup d'avoir bien accepté de participer à ce live streaming. C'est génial. Je redonne la voix à Tom parce que c'est tout ce que je voulais dire. Ah ouais, non, mais c'est super. Je me demandais, en fait, la façon dont tu as expliqué le son binaural, tu comparais un petit peu à la stéréophonie, mais en disant que, au final, il y avait des choses en plus par rapport à la stéréophonie. Donc ce serait peut-être un peu supérieur à la stéréophonie qui est le plus utilisé pour l'instant. Et pourtant, le son binaural est encore peu connu, peu utilisé. Pourquoi, tout simplement? Alors, tout simplement parce que la stéréophonie, c'est donner une scène sonore à l'auditeur, une scène dont il est spectateur en fait. Donc on lui construit une scène et en fait elle est devant lui, cette scène. Donc il reste à l'extérieur puisque le son se projette devant lui, il est spatialisé mais il est à gauche-droite, mais ça reste un spectateur devant une scène. Le son binaural, il change complètement ce paradigme parce que finalement, on va mettre le spectateur dans la scène. Parce que donc du coup, le son peut se retrouver derrière lui, au-dessus de lui ou en dessous de lui, donc il va être complètement immergé dans cette scène. Et en fait, ça ne change pas que son audition, mais ça change aussi son paradigme d'écoute. C'est-à-dire qu'il n'est plus la même personne puisqu'il n'est plus spectateur, il devient acteur ou fantôme. En fait, il est là, il est plus à l'extérieur, il est dedans. Et en fait, quand on met un spectateur dedans, il devient un acteur potentiellement, pas forcément un acteur qui agit. Tout dépend des modes d'interaction qu'on peut avoir avec lui ou qu'on peut faire semblant d'avoir avec lui. On peut aussi lui faire croire qu'il a de l'interaction alors qu'il n'en a pas. Mais ça change complètement sa position et c'est, je pense, la raison pour laquelle ça ne s'est pas encore complètement développé, c'est que si on change la position du spectateur et qu'il devient quelqu'un dans la scène,
il faut changer les histoires et la manière dont on les écrit, puisqu'il faut lui donner un rôle ou en tout cas une position. Il faut qu'il y ait un sens au fait qu'il soit dans une autre position, il ait changé de position. Et je pense que ça, c'est tout un champ narratif qui n'est pas encore exploré et qui est complètement différent. Alors, il se rapproche pas mal de la VR, mais pareil, il n'y a pas encore beaucoup d'histoires qui ont été écrites pour la VR. Voilà. Lidvine, Oui. est-ce que tu penses que le binaural pourrait prendre plus une place de standard son dans le futur, ou comment est-ce que toi, de ton point de vue, tu vois un peu la suite pour le binaural dans les standards du son, dans ce qui se fait? Alors, moi, j'ai le sentiment qu'il y a plein de choses qui existent déjà et qui sont très bien comme elles sont et qui ont leur code. Savoir que finalement, quand on écoute un morceau de pop, on est très bien en son stéréo parce que c'est comme ça qu'on aime l'écouter, avec pas forcément les enceintes bien placées, mais de la place pour pouvoir danser dans le salon, ou des choses comme ça. Et on n'a pas forcément besoin à ce moment-là d'une immersion particulière ou de se retrouver dans un autre paradigme de position, etc. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent rester comme elles sont, mais qu'en revanche, le binaural, il peut ouvrir un champ créatif, aller plus loin. Je pense qu'il va rien remplacer. Ça va être un nouveau média audio. Est-ce que l'auditeur n'a pas changé, selon toi, au fil des années? Moi, j'ai l'impression que le profil d'un auditeur est complètement différent et la pratique de l'écoute musicale, simplement, n'est plus du tout la même par rapport à déjà 15 ans, 20 ans, où la chaîne hi-fi a encore sa place dans la maison et où les gens s'asseyaient encore devant leur chaîne hi-fi pour écouter du son. Aujourd'hui... Oui, alors ce qui est sûr, c'est que les gens écoutent beaucoup au casque maintenant. Mais alors, par exemple, ce que permet le binaural, c'est une externalisation des sons, c'est-à-dire qu'on entend les sons venir de plus loin. Ça peut être beaucoup plus agréable, etc. Mais il y a des morceaux où on a vraiment envie que ça soit fort, que ça soit dans la tête, et que ça... Voilà, donc tout dépend du contenu, finalement, et je pense que le binaural n'a pas de sens sur tous les contenus, en fait. Voilà. C'est ce que je pense. Mais je pense qu'il y a plein de contenus qui vont s'en emparer. Les créateurs de contenu, que ce soit musical ou narratif, ils vont s'emparer du binaural et ils vont faire des choses qui sont... qui vont être sublimées par le fait qu'on va pouvoir vraiment spatialiser, se sentir immergé dans un univers, passer d'un univers à l'autre, changer de point de vue, etc. Mais c'est des choses qu'on n'a pour l'instant pas proposées aux auditeurs, ce genre d'expérience. Et donc je pense que c'est un challenge pour les créateurs de contenu, les scénaristes, les créateurs de musique, qui est d'utiliser cette technique en étant audio uniquement, pour aller plus loin. Ouais, je comprends tout à fait. En étant audio uniquement, on a des expériences qui sont plus pensées comme une scène de théâtre, finalement. On entend le son, on s'imagine les choses se passer devant nous. C'est très puissant, comme toujours, avec le binaural, mais le problème, c'est que si on n'a que le son, logiquement, dès que la tête bouge, cette situation est perdue pour le spectateur. Il doit se réimaginer toute cette scène. Et donc oui, je comprends tout à fait ce que tu dis, où le son binaural, quelque part tout seul, comme un format d'écoute qu'on aurait sur son MP3 ou quoi aux caisses, c'est sûr que c'est un peu... il manque quelque chose, effectivement. Bon, après, il y a un petit effet waouh quand on voit qu'il y a des morceaux qui ont été remixés en... Comme, je sais plus s'ils disent son 8D... pour moi, tout ça c'est des arguments commerciaux aujourd'hui. Voilà. J'essaie de comprendre, et à chaque fois c'est que... Voilà, donc il y a un petit effet qui fait, on entend un morceau qu'on connaît, respatialisé, etc. Mais le morceau n'est pas différent pour autant, c'est un confort d'écoute et c'est très bien. Mais je pense que là où on peut aller vraiment plus loin, c'est vraiment en changeant la proposition de l'expérience, en fait, à l'auditeur. Et en l'écrivant, en ayant pensé à ça, à ces possibilités. C'est ça, en amont. Penser à la spatialisation en amont, c'est capital, c'est clair. Parce qu'une fois qu'on a l'habitude de la stéréo, c'est trop tard, quoi. C'est déjà figé en stéréo. Et voilà. Puis, et effectivement, il y a des choses qui sont
très très compliqué à faire en binaural, c'est effectivement des mouvements, des retournements, des choses comme ça. Et c'est là que l'image stéréoscopique, elle peut amener énormément, puisque du coup, on multiplie la cohérence des sens, puisque on le sait, l'écoute binaurale, elle est acquise, elle n'est pas innée. Donc, on apprend. Donc, quand je disais que notre cerveau, il apprend à spatialiser. Enfin, il spatialise les sons à partir de ce qu'il y a à l'entrée des deux oreilles. Ça, il le fait par un apprentissage qui est issu de ce qu'on voit et ce qu'on entend. Et donc, ce que tu dis, c'est que quand on est petit, on n'est pas doué dans le fait de localiser le son autour de nous. Alors, a priori, c'est quelque chose qu'on apprend. Puisque donc il y a eu des tests qui ont été faits sur des gens qui sont aveugles de naissance et ceux qui sont devenus aveugles. Ils n'ont pas la même manière de fonctionner, mais je ne peux pas aller plus loin parce que ce n'est pas du tout mon domaine. Mais le fait que c'est été acquis, c'est-à-dire que ça soit issu d'un apprentissage, ça veut dire que ça a été construit avec l'adéquation avec les autres sens. C'est-à-dire que quand on entend quelqu'un qui nous parle là et qu'on l'entend comme ça, on se dit ok, donc d'accord. Quand je le vois là et que je l'entends comme ça, et puis si il se met ici, et ben je l'entends différemment. Donc c'est un apprentissage qui est multisensoriel. Donc quand on va écouter du binaural, d'ailleurs la plupart du temps quand je fais des captations en binaural, je ne mets pratiquement rien d'intéressant devant ou pas de personnage devant, puisque si on met un personnage devant et qu'on ne le voit pas, si je ne fais que du binaural sans image, ça va être en incohérence sensorielle. Donc ce qui veut dire, je ne sais plus pourquoi je disais ça. Non, on parlait de l'apprentissage. Finalement, c'est le concept de HRTF. Tout le monde finit par obtenir, quelque part ancré dans son cerveau, une écoute qui lui est propre, qui correspond à la forme de sa tête, de ses oreilles, et qu'on a appris à utiliser depuis sa naissance. Exactement. Et donc, quand on écoute du binaural natif, on n'écoute donc pas avec ces HRTF, mais on arrive quand même à comprendre. Et plus on va écouter avec des HRTF de quelqu'un d'autre, plus on va bien entendre. Donc en fait, il y a une plasticité cérébrale qui joue aussi là-dessus. Mais le plus efficace, c'est le visuel. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience. Si vous écoutez du son binaural avec une boule qui passe qui passe devant vous comme ça, si vous vous mettez en face de la tête, bon, il faut avoir une tête de captation et tout ça, donc peut-être que vous l'avez pas encore. Tout le monde fait pas ce genre d'expérience. Mais moi, je m'étais retrouvée face à ma tête qui captait, celle-là, là, donc avec des micros dans les oreilles, et j'étais donc en effet miroir, et j'écoutais au casque la boule qui passait, et donc j'étais censée l'entendre à l'envers, dans le mauvais sens. Et je l'entendais dans le bon sens, donc je me suis dit ah bah mince, je me suis trompée de casque, donc je vais l'inverser. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne m'étais pas trompée de côté de casque, mais mon cerveau, il avait retourné. Il a corrigé, quoi. Mais oui, parce que en fait, mes yeux ont dit non, c'est pas dans ce sens-là, c'est dans l'autre. Et donc, en fait, on apprend assez vite et on peut corriger des choses avec son cerveau. Et alors, ça dit aussi que l'information visuelle, elle a plus d'importance pour le cerveau, quelque part, en temps réel, que l'information sonore, quoi. Mais en tout cas, on entend aussi avec nos yeux, c'est sûr. Et avec notre culture. Parce qu'on ne croira jamais qu'un avion passe en dessous de nos pieds, tout simplement parce que culturellement, par l'expérience, ça ne se passe pas comme ça. Donc on entend avec beaucoup plus de choses que nos oreilles, et notre cerveau fait un mix de tout ça. Et c'est pour ça que je trouve que l'expérience de la vision stéréoscopique avec l'écoute binaurale, elle est géniale parce qu'elle met en cohérence les deux sens. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a une logique assez implacable dans le principe, quoi. Copier les deux yeux, copier les deux oreilles. Si on pourrait aller plus loin, on essaierait de faire l'odorat, etc., le toucher. Mais de base, ça reste les influx les plus importants de notre système en tant qu'être humain, quelque part. Oui, tout à fait. Et donc, c'est vrai que dans les expériences de réalité virtuelle, on a les deux qui sont couplés, et puis on a même le mouvement. Mais moi, ce que j'aime beaucoup et ce dont je n'arrive pas encore à me détacher, c'est le côté natif du binaural, parce que je le trouve tellement plus impressionnant que la synthèse binaurale,
que moi je pense qu'il va falloir qu'on explique vite fait ces termes. Je vais revenir sur HRTF qu'on a dit tout à l'heure. HRTF, c'est Head Related Transfer Function en anglais, donc c'est fonction de transfert. Si vous avez fait des maths, c'est vraiment qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, lié à votre système tête-oreille. Et là, tu disais maintenant, du coup, si tu veux Alors, le binaural natif, c'est un peu comme un truc bio. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de modification, il n'y a pas de synthèse. C'est enregistré donc avec une tête comme ça dans laquelle il y a des micros. Donc c'est des micros omnidirectionnels qui m'ont gentiment été prêtés aujourd'hui d'ailleurs. Donc je mets ces micros dans les oreilles et en fait je mets cette tête dans une condition naturelle d'écoute, comme si c'était une personne. Et quand je vais faire des sons, parce que du coup vous allez écouter après des sons, j'espère que ça va marcher, j'ai enregistré autour de cette tête et donc j'ai réintroduit tout ce qui est indices interauraux qui servent au cerveau à spatialiser les sons, à savoir un son qui était mis ici par rapport à l'oreille va donc arriver plus fort sur cette oreille-là que sur celle-là. Ensuite, il va arriver un tout petit peu plus tôt, parce que le son ne se déplace pas, se déplace à une certaine vitesse qui est pas perçue consciemment, mais le cerveau sait l'interpréter. Et ensuite, on va avoir la forme du pavillon de l'oreille qui va introduire des indices fréquentiels. Ce qui veut dire qu'un même son, ce même son va arriver de manière un tout petit peu différente à chacune des deux oreilles. Et c'est de ça dont le cerveau va se servir pour pouvoir respatialiser, nous construire un univers sonore spatialisé. Donc ça, c'est du binaural natif, et c'est ce que vous utilisez. Et ensuite, il y a la synthèse binaurale, qui consiste à finalement mesurer comment un son arrive à l'oreille gauche et à l'oreille droite. Et donc, on envoie un même son à une position donnée. Et puis, on obtient donc sur le fichier gauche et le fichier droit ce même son, mais avec un tout petit décalage de temps d'arrivée, une toute petite différence, ou grande, hein, de volume, et des indices fréquentiels qui vont varier. Et ça, il suffit de le réappliquer à chacun des sons mono qu'on va vouloir, mono ou multipiste d'ailleurs, qu'on va vouloir respatialiser dans l'espace. Et pour ça, on fait des mesures sur tout un plan sphérique, donc dans les bases de HRTF, donc c'est la manière dont le son est transformé. On peut avoir jusqu'à 1800 points différents dans l'espace. Voilà.